Bienvenue à nouveau sur Axe de la vérité sur JNS Télévision. Je suis Émilie Schrader et nous avons tant à discuter cette semaine. Par-dessus tout, bien sûr, il y a le retour de nos otages vivants, qui vient tout juste d'avoir lieu, ainsi que le cessez-le-feu à Gaza. Mais il y a aussi autre chose. Il y a des manifestations contre la paix. Oui, contre, que nous avons vues du mouvement anti-Israël dans le monde et sur les réseaux sociaux. J'étais en fait sur place à Londres pour certains de ces événements festifs, donc nous allons regarder cela aujourd'hui. Nous verrons également que Gaza sombre déjà dans le chaos alors que les forces de défense israéliennes se sont retirées de certaines positions et il y a des questions concernant la phase 2 de l'accord, étant donné que le Hamas, jusqu'à présent, promet de ne pas se désarmer. Nous nous asseyons également avec l'incroyable Dave Rubin pour discuter de ce qui se passe à droite en Amérique après la visite de Trump dans la région. Tout cela maintenant sur l'axe de la vérité. Tout d'abord, je voudrais parler un instant des manifestations pro-guerre que nous avons vues apparaître après l'annonce du cessez-le-feu à Gaza, en particulier à Londres. Pendant les vacances, j'ai eu l'occasion de visiter Londres, où il y a eu, bien sûr, une terrible attaque terroriste antisémite à Manchester, dans une synagogue pendant Yom Kippour. Mais comme cela ne suffisait pas à la foule anti-israélienne, ils ont également organisé une manifestation le 7 octobre, malgré le fait qu'Israël n'a lancé l'opération à Gaza qu'après ses attaques, le 27 octobre. C'est presque comme s'ils manifestaient pour qu'il y ait plus de Juifs morts ou quelque chose comme ça. Qui l'aurait cru? J'étais fière de participer à ces manifestations avec un drapeau israélien et de dénoncer cette hypocrisie honteuse. Mais même après avoir quitté le Royaume-Uni, voilà ce qu'ils ont organisé après le cessez-le-feu. Cela prouve une fois de plus que ce mouvement ne concerne pas les Palestiniens de Gaza ni l'appel à un cessez-le-feu. Il s'agit de détruire l'État juif. C'est un peu étrange comme démarche, si vous pensez qu'il y a un génocide et un nettoyage ethnique commis contre les Palestiniens, non? Lors de la récente manifestation à Londres, ils ont scandé « De la rivière à la mer, la Palestine sera libre », une déclaration impliquant la destruction d'Israël. Ils ont aussi scandé « Mort à la Tzahal » et appelé à l'Intifada. Ils brandissaient des pancartes contre le sionisme, mouvement d'autodétermination juive, et arboraient des affiches « Intifada jusqu'à la victoire » avec un triangle rouge, référence au symbole du Hamas signalant leur future cible dans leur propagande. Aujourd'hui, le premier ministre israélien Netanyahou a été vivement critiqué par l'Occident après avoir affirmé qu'il n'y aurait jamais d'État palestinien. Mais ne trouves-tu pas étrange que tout le mouvement Free Palestine soit explicitement contre la solution à deux États et l'ait toujours été, mais que personne ne prenne jamais la peine d'en parler ou de le rapporter? Depuis 75 ans, les Palestiniens ont refusé la solution à deux États. Pas Israël, comme l'a aussi mentionné le président Clinton. À chaque moment historique, du plan de partage aux diverses offres de paix, ce sont les Palestiniens et non les Israéliens qui ont refusé d'avoir leur propre État. Aujourd'hui, le mouvement fait exactement la même chose sans aucune honte. En effet, depuis l'annonce de ce cessez-le-feu, au lieu d'être heureux qu'il y ait une fin au conflit à Gaza, les voix anti-israéliennes sont mécontentes d'avoir perdu une guerre qu'elles ont commencée. Un silence étrange règne désormais, accompagné parfois de propos anti-paix émanant du groupe « Cessez-le-feu maintenant », pourtant si passionné pour la fin des hostilités depuis 2 ans. Je veux dire, est-ce qu'on peut faire plus abject que ça? Mais ce qui me dérange encore plus que cette foule soutenant la terreur que nous avons vue dans plusieurs pays, c'est la façon dont le gouvernement britannique a réagi. Le gouvernement britannique a abandonné la communauté juive. Même l'Allemagne et l'Italie ont annulé ces marches de haine. Pourtant, la police et les ministres au Royaume-Uni ont demandé l'annulation de ces marches, mais les ont quand même autorisées, à un moment où la haine des Juifs au Royaume-Uni est astronomique, où des Juifs se font assassiner dans des synagogues pendant les fêtes. Et pire encore, la police métropolitaine a arrêté plusieurs militants pro-Israël pour avoir organisé une contre-manifestation. Une fois de plus, un système de maintien de l'ordre à 2 vitesses refait surface. Le plus triste, c'est que cette haine ne disparaîtra pas tant que le gouvernement n'interviendra pas pour l'arrêter. Cela nous amène à notre prochaine histoire.
Alors que les forces de défense israéliennes ont commencé à mettre en œuvre la première phase du cessez-le-feu et se sont déjà retirées de plusieurs zones de Gaza, le monde a vu quelque chose qui ne devrait surprendre personne. Le Hamas a encore retourné ses armes contre son peuple. Des rapports et des images provenant de Gaza ont montré que le Hamas exécutait et torturait des Palestiniens dans les rues. Des hommes accusés de collaboration avec Israël, sans procès, sont traînés hors de chez eux. Dans une vidéo vérifiée par des sources locales, on peut voir des combattants du Hamas frapper un homme avec la crosse de leur fusil avant de lui tirer dessus devant une grande foule. Maintenant, selon ce plan de paix, le Hamas est censé se désarmer et, bien sûr, être retiré du pouvoir lors des prochaines étapes de cet accord. Ils avaient justement promis de ne pas faire cela il y a quelques jours à peine. Nous avons déjà vu le Hamas jouer à des jeux, refusant de rendre les corps des otages décédés à temps, ce qui est, bien sûr, une violation grave du cessez-le-feu. Nous avons également vu plusieurs Gazaouis tués par les forces de défense israéliennes mardi après avoir refusé d'obéir aux avertissements et de s'approcher de la zone des forces de défense israéliennes. Il s'agit d'une autre violation du cessez-le-feu par les Palestiniens. L'avantage ici est qu'Israël doit respecter le cessez-le-feu seulement si le Hamas le fait aussi. C'était clairement indiqué dans le document signé. Mais est-ce que quelqu'un croit sérieusement que le Hamas, une organisation terroriste qui tue son propre peuple, déposera un jour les armes? Je veux dire, même maintenant, ils se battent pour garder le contrôle d'une Gaza en ruine par la peur et la violence. Les troupes israéliennes ont entamé leur retrait de certaines zones de Gaza et prévoient de partir d'ici la mi-novembre, selon les dernières estimations. Mais les civils de Gaza commencent déjà à retourner chez eux dans le nord de Gaza et ailleurs dans toute la bande. Des familles rentrent à pied pour reconstruire leur vie. Ce n'est pas ce à quoi on s'attendrait si Israël menait vraiment un nettoyage ethnique ou un génocide, comme le prétend la propagande du Hamas depuis des mois. Cependant, la communauté internationale et les militants pro-Palestine sont restés totalement silencieux face à ces exécutions de Palestiniens. Leur indignation semble disparaître lorsque les meurtriers sont le Hamas et non l'État d'Israël menant une guerre défensive. On dirait que cela n'a jamais vraiment concerné le peuple palestinien. Eh bien, cette prochaine histoire est vraiment scandaleuse et montre jusqu'où le journal israélien de gauche Haaretz est prêt à aller pour salir Israël, même si cela signifie mettre en danger des dissidents iraniens innocents à l'intérieur de l'Iran. La semaine dernière, le réseau de propagande d'État de la République islamique, Islamic Republic of Iran Broadcasting, a diffusé des aveux forcés d'un prisonnier politique, Ammar Hossein Mousavi. Il a été filmé admettant avoir collaboré avec Israël pour rétablir la monarchie en Iran et promouvoir Israël. C'est une pure invention. Des groupes de défense des droits humains et des amis communs ont confirmé son arrestation plusieurs mois avant la guerre Iran-Israël, ainsi que des aveux obtenus sous forte torture. Opération psychologique classique de la République islamique. Ils torturent les dissidents et les montrent à la télévision avec de faux aveux pour répandre la peur, alors qu'ici, ces aveux ne peuvent être vrais. Cependant, la partie la plus répugnante ici, c'est que c'est Haaretz qui a en fait donné de la crédibilité à ce mensonge de la République islamique. Dans un article récent, ils ont affirmé qu'une campagne israélienne visait à restaurer la monarchie en Iran, en la liant au prince héritier Reza Pahlavi et à des comptes de réseaux sociaux favorables à un changement de régime. Sauf que leurs propres preuves dans Haaretz, les documents qu'ils ont cités, ne disent pas cela. Ils évoquent une analyse de contenu amplifiée artificiellement durant la guerre, issue possiblement d'un réseau restreint de bots liés à Israël et à l'Iran. Aucune directive du gouvernement israélien pour promouvoir le prince héritier Reza Pahlavi. Rien concernant Israël cherchant à rétablir la monarchie. C'est encore plus scandaleux quand on considère que le prince héritier lui-même s'est exprimé toute sa carrière en faveur de la démocratie. Dans leur désespoir de salir le gouvernement actuel d'Israël, Haaretz a transformé un rapport technique en une théorie du complot sur une ingérence étrangère. Cette déformation a ensuite été relayée par les médias d'État iraniens, l'Islamic Republic of Iran Broadcasting, qui a torturé Mousavi et utilisé cela pour justifier sa prétendue confession. Il risque maintenant l'exécution. Laissez-vous interpeller. Un journal israélien a offert à la République islamique des munitions de propagande contre une dissidente iranienne. Ce n'est pas du journalisme. C'est collaborer avec la tyrannie. Haaretz a du sang sur les mains. La prochaine histoire que je vais vous raconter est l'une des tendances politiques les plus inquiétantes actuellement.
Il n'est pas nouveau que des personnalités de droite américaine se retournent contre Israël et reprennent la rhétorique anti-américaine et anti-israélienne de l'extrême gauche et d'islamistes connus. La théorie du fer à cheval est pleinement à l'œuvre et c'est absolument délirant. Marjorie Taylor Greene propage depuis des années des insinuations et théories du complot antisémite sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elle est surtout connue pour son commentaire extravagant sur les lasers spatiaux juifs et aussi pour être la candidate au titre de membre le plus stupide du Congrès américain. Marjorie Taylor Greene a passé des mois à diffuser des théories du complot sur Israël et les Juifs, tout en négligeant le rôle du Qatar, qui a investi des milliards dans les institutions académiques américaines. Elle a faussement accusé Israël de tuer des chrétiens, tout en passant sous silence les massacres de chrétiens par des islamistes dans le monde. Elle propage aussi une théorie du complot discréditée, affirmant que les Américains juifs seraient payés 7 000 $ pour des publications pro-israéliennes, et tente même d'exiger leur enregistrement comme agents étrangers. Malheureusement, elle n'est pas seule dans cette nouvelle droite woke. Matt Gaetz a aussi passé des semaines à répandre sur les réseaux sociaux des théories du complot antisémite discréditées pour attirer des clics. Gaetz a également affirmé auparavant qu'Israël essaie d'entraîner l'Amérique dans des guerres sans fin, malgré le fait que la guerre avec l'Iran s'est terminée en 12 jours sans déclencher la Troisième Guerre mondiale, comme lui et des gens comme Tucker Carlson l'avaient prédit. Honnêtement, il ressemble davantage à Presse Télévision qu'à un élu américain. Et n'oublions pas que Gaetz lui-même a été impliqué dans des scandales concernant des allégations de paiement à des escortes et à des mineurs, y compris des rapports selon lesquels il aurait dépensé plus de 90 000 $ pour des femmes qu'il a rencontrées par l'intermédiaire de connaissances. Le ministère de la Justice a enquêté sur lui pour possible traite sexuelle, mais n'a finalement pas porté plainte. Cet homme donne maintenant des leçons de morale à Israël. Il y a aussi Tucker Carlson, qui a passé des mois à inviter des islamistes et propagandistes iraniens tout en critiquant Israël comme un projet mondialiste. La partie la plus folle dans tout cela, cependant, c'est que les trolls d'extrême gauche comme Cenk Uygur ou Anna Kasparian reprennent la rhétorique de cinglés comme Candace Owen et même des islamistes comme Mehdi Hassan les encouragent. Eh bien, notre invité cette semaine est l'animateur du Rubin Report, Dave Rubin, dont je suis fan depuis longtemps. Dave a récemment évoqué les défis de la droite américaine liés à Israël ou à d'autres sujets. Aujourd'hui, nous discuterons avec lui du cessez-le-feu à Gaza et des réactions de la droite. Dave, merci de nous rejoindre. C'est un plaisir de vous avoir. J'aimerais d'abord connaître votre avis sur les réactions observées jusqu'ici des militants anti-Israël et de la droite au sujet du cessez-le-feu. Il y a eu beaucoup de silence et parfois un rejet total du cessez-le-feu, ce qui, comme je l'ai dit, est étrange venant de ceux qui demandent un cessez-le-feu et parlent d'un soi-disant génocide, non? Oui, je dirais que la réaction a été l'absence de réaction. Au moment où nous enregistrons ceci, je n'ai vu aucun tweet de Bernie Sanders, aucun tweet d'Alexandria Ocasio-Cortez, rien de Rachida, rien même de Chuck Schumer. J'ai vu qu'Ilhan Omar a réussi à dire une chose, où bien sûr elle a aussi accusé Israël de génocide, mais écoutez, c'est un moment vraiment intéressant qui, je pense, va au-delà de la politique et de la culture. C'est comme si cela résumait tout. Si vous êtes du côté pro-Israël dans cette affaire, évidemment, vous devriez être ravis. Les otages rentrent chez eux. Vous savez, les dépouilles des otages rentrent chez elles. La guerre, du moins cette phase de la guerre, va se terminer. Vous savez, Israël a perdu plus de 900 soldats pendant cela. Il s'agit en grande partie, vous savez, d'hommes d'environ 25 ans qui ne sont plus là maintenant. Il y a tant d'aspects positifs si vous soutenez Israël. Et en plus du fait que les ennemis extérieurs d'Israël, le Hezbollah, les Houthis, l'Iran, ont été en grande partie éradiqués. Je pense qu'il est désormais clair, même pour les djihadistes anti-Israël les plus extrêmes, au Congrès ou au Moyen-Orient, qu'il est impossible de vaincre militairement Israël. Israël sortira renforcé et récupérera son peuple, ce qu'il voulait. Cela aurait pu tout arrêter il y a 2 ans si le Hamas avait libéré les otages. Tu as raison de l'autre côté. Si tu criais que c'est un génocide, Bernie Sanders et tous ces gens devraient danser dans les rues. Ils devraient distribuer des bonbons comme les Gazaouis l'ont fait après le 7 octobre. Ils devraient être absolument ravis. Ça touche à sa fin. Leur silence en dit plus. Ça t'apprend des choses. Tout d'abord, Trump a fait le travail ici. Ils ne veulent rien reconnaître à Trump. C'est un peu la version évidente.
Mais en réalité, la version bien plus, je dirais, perverse, c'est qu'ils ne sont vraiment pas du côté des Gazaouis. Ils ne soutiennent pas la cause palestinienne, ils veulent la destruction d'Israël et ne sont donc pas satisfaits aujourd'hui. Rachida Tlaib qui dit qu'elle est palestinienne, quoi que cela veuille dire, elle devrait être là aujourd'hui. Dieu merci, c'est fini. Oui, je n'aime toujours pas Israël, mais le soi-disant génocide, rien du tout. Donc ils vous montrent vraiment leur jeu en ce moment. Même si Israël ou Gaza ne vous intéressent pas, cela reste un aspect important. Si vous êtes, disons, anti-guerre, vous devriez être ravi aujourd'hui. Si vous êtes libertarien anti-guerre, si vous êtes pro-Amérique et que vous voulez que l'Amérique dirige le monde, vous devriez être ravi aujourd'hui. Donc tout le monde, quel que soit son bord politique en Amérique, devrait être très heureux de la situation actuelle pour diverses raisons politiques. Et le silence des progressistes, mêlé à celui de quelques djihadistes. Oui, ça vous montre bien le jeu qui se joue ici. Maintenant, l'une des choses les plus troublantes que nous ayons vues ces dernières semaines, c'est bien sûr le soutien insensé non pas aux Palestiniens, mais en réalité au Hamas à l'échelle mondiale, surtout de la part des islamistes, mais aussi de l'extrême gauche et même de la génération Z. Le 7 octobre, nous les avons vus s'organiser partout dans le monde contre Israël, alors même qu'Israël n'a pas répondu au 7 octobre avant le 2-7 octobre. À quel moment, en tant qu'Américains, envisageons-nous de limiter ce genre de discours? Je veux dire, la police devrait-elle interdire ce type de manifestation? Est-ce vraiment de la liberté d'expression? Eh bien, ils se servent de nos protections de la liberté d'expression contre nous. Et je veux que nous ayons l'interprétation la plus libérale possible de ce que sont les notions de liberté d'expression protégées par la Constitution, n'est-ce pas? Donc je ne veux pas que le gouvernement se mette à traquer tous ceux qui disent quelque chose de nocif et à les poursuivre. Cependant, ce que nous avons vu, je veux dire, tout d'abord, ils appellent littéralement au génocide. C'est ce que signifie de la rivière à la mer. Ils ne savent même pas de quelle rivière et de quelle mer il s'agit, mais c'est ce que cela signifie. Vous savez, vous avez probablement vu lors de l'anniversaire du 7 octobre, le gars devant Fox News qui scandait, disant qu'on aurait dû être plus fort le 7 octobre et qu'on le refera. Il s'avère qu'il est étudiant à Harvard. Quelle surprise! D'après ce que j'ai compris, le FBI enquête réellement sur lui. Il y avait aussi des drapeaux du Hamas, pas seulement le drapeau palestinien, mais le vrai drapeau du Hamas. Donc maintenant, vous avez le drapeau d'une organisation terroriste. Vous dites « nous » et vous dites que vous allez recommencer. D'après ce que je comprends, ce n'est pas un discours protégé par la Constitution. L'autre aspect, c'est qu'ils l'activent ou le coupent à leur guise. À ma connaissance, on ne bloque pas la 6e avenue sans raison, sauf si on est un manifestant palestinien. C'est aussi un problème car à la longue, vivre en ville devient invivable. À tout moment, l'artère principale de la ville peut être bloquée. Oh, bien sûr, vous avez une épicerie ou un magasin de chaussures, mais personne ne peut y accéder à cause de la présence de partisans des terroristes dans les rues. Alors, écoutez, vous voulez être aussi ouvert et défendre la liberté d'expression autant que possible. Il existe cependant une différence entre liberté d'expression et action. À Columbia et dans d'autres universités, ils ferment le campus et interdisent l'entrée aux étudiants juifs. Ils ont littéralement enfermé 2 concierges hispaniques dans un bâtiment et ont pris le contrôle du bâtiment. Comme le reste, ce sont des actes, non des mots. Concernant certaines phrases qu'ils disent, en Occident, si l'on demandait à une personne moyenne en Grande-Bretagne ou en France, aurait-elle agi différemment il y a 10 ou 15 ans? La plupart d'entre eux auraient dit oui, donc nous devons réfléchir très sérieusement à ce que cela signifie. Vous avez évoqué les problèmes du mouvement conservateur. Évidemment, beaucoup de personnes à droite sont préoccupées par la position étrange de personnes comme Candace Owens et Tucker Carlson. Candace, évidemment, avec les théories du complot sur l'assassinat de Charlie Kirk, Tucker et ses allusions fréquentes, et selon moi, une rhétorique anti-américaine, pas seulement anti-Israël. Je veux dire, je ne comprends pas comment on peut faire la promotion de Poutine comme il l'a fait, même avant son changement très public concernant Israël. Mais Dave, je veux dire, tu fais partie de ces cercles depuis longtemps. Tu connais certains de ces individus. Qu'est-ce qui explique ce changement? Oui, tu sais, d'abord, comme on me pose souvent ce genre de questions ces derniers temps, ça ne me fait aucun plaisir de parler de personnes avec qui j'étais ami. Et tu sais, Tucker a écrit la préface de mon dernier livre. On a, tu sais, participé à l'émission de l'autre plusieurs fois. Tu sais, donc, Candace et moi, tu sais, on est allés à des mariages ensemble et toutes ces choses-là. Il y a un aspect personnel un peu déprimant. Sur le plan des idées, disons-le ainsi,
Donald Trump est celui qui, selon moi, peut et doit mettre fin à cela. Tucker, dans aucune émission qu'il fait, ne fait quoi que ce soit de pro-Make America Great Again ou de pro-Amérique à ce stade. Mettons Israël et les Juifs de côté un instant. Y a-t-il une obsession particulière? Et est-ce que cela se rattache à une forme radicale d'anti-américanisme? Y a-t-il des raisons, comme le financement du Qatar, pour expliquer cela? C'est possible. Mais je pense que si on met ça de côté un instant, ce qui m'inquiète vraiment ici, c'est que quoi que Tucker semble faire, selon moi, c'est conçu pour détruire Make America Great Again. L'une des belles choses à propos de Make America Great Again, c'est que Make America Great Again est le mouvement pro-Amérique le plus inclusif, certainement de mon vivant. Donald Trump est-il vraiment un conservateur pur et dur? Bien sûr que non. C'est en quelque sorte un libéral désabusé de New York qui comprend le conservatisme, qui a accompli de grandes choses conservatrices, disons avec la Cour suprême, en annulant Roe v. Wade, ce genre de choses. Mais il reste au fond un libéral, premier président élu à soutenir le mariage homosexuel contrairement à Barack Obama. Il a élargi le cercle, permettant à Bobby Kennedy, démocrate il y a 2 ans, d'intégrer son cabinet. Tulsi Gabbard, démocrate il y a 1 an et demi, est désormais dans son cabinet. Joe Rogan, qui n'était évidemment pas un conservateur, a voté pour Donald Trump. Elon Musk, pas un conservateur non plus. Moi, je veux dire, la liste est longue, très longue. J'essaye de tout maintenir ensemble. Et c'est pour ça que regarder ce que Tucker a fait a été si décevant, parce qu'il semble essayer de créer une division là-dedans et de détruire cette grande tente en essayant de s'assurer que seule une toute petite partie du mouvement conservateur, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, pourra faire partie du futur parti républicain. J'espère que Trump le voit, c'est ce que je dirais. Je ne comprends pas vraiment la motivation de ces gens. Est-ce qu'ils sont grisés par les clics? Est-ce qu'ils sont grisés par l'argent? Il y a tout ça. Je n'ai aucune preuve concrète de cela. On peut analyser les chiffres et en déduire des choses sur l'argent. Il y a sans doute un peu de cela, mais je trouve que c'est une vision assez simpliste. Je pense simplement que si l'Amérique veut survivre, si nous voulons nous assurer de ne pas devenir comme l'Europe de l'Ouest, même avec toutes les bonnes choses qui se passent en ce moment grâce à Donald Trump, que ce soit avec la frontière, le commerce, maintenant la paix au Moyen-Orient et toute une série d'autres choses, nous avons encore de gros problèmes à l'horizon. Nous devrons encore faire face à une menace djihadiste intérieure et à bien d'autres choses. Donc, nous avons besoin d'un mouvement Make America Great Again large et inclusif. Et j'espère que peut-être dans les prochains jours et semaines, Tucker se rendra compte qu'il était vraiment du mauvais côté de cette affaire. Pourquoi ne pas laisser tomber pour l'instant? Israël existe toujours. Les Juifs restent américains. Reste comme tu es et concentre-toi sur le positif. Mon défi pour Tucker, s'il regarde l'émission aujourd'hui, serait de faire quelque chose de positif pour l'Amérique. Ce serait peut-être intéressant, au lieu de simplement se plaindre de tout ou d'inviter chaque jour des personnes qui semblent détester l'Amérique et détester Make America Great Again. Depuis le 7 octobre, la théorie du fer à cheval se confirme en temps réel. Et encore une fois, avec des personnes comme Cenk Uygur qui se mettent soudainement à être d'accord avec les théories du complot insensé de personnes comme Marjorie Taylor Greene et plus récemment Matt Gaetz, qui saute aussi dans le train des conspirations avec une obsession presque maladive pour l'American Israel Public Affairs Committee et Israël, criant « l'Amérique d'abord » tout en gardant un silence total sur le Qatar. J'aimerais avoir ton avis. Que signifie l'Amérique d'abord? Et pourquoi voyons-nous cette lutte de la droite contre un véritable État allié et démocratique comme Israël? D'accord. Eh bien, encore une fois, en réalité, il ne devrait pas y avoir de conflit ici parce que nous devrions tous être du même côté. Ces personnes ont choisi de semer la discorde au sein de Make America Great Again, encore une fois, pour des raisons qu'il nous est difficile de comprendre. Je ne suis pas dans leur tête, ni leur cœur, mais c'est quoi l'Amérique d'abord? Moi, je soutiens totalement l'Amérique d'abord. Je suis américain. Je veux le meilleur pour l'Amérique. Je crois aux valeurs occidentales et au capitalisme. Maintenant, en plus de cela, en tant que pays, je crois en des frontières sécurisées. Je crois en la culture, la liberté, la fondation de l'Amérique et cette idée. Je sais qu'ils détestent quand on parle de l'idée de l'Amérique, mais l'Amérique était une idée selon laquelle toutes ces personnes venant du monde entier pouvaient venir et partager quelque chose fondé sur les droits individuels, une vision du monde ascendante et tout cela. C'est l'Amérique d'abord. Et puis l'Amérique, eh bien, je pense que Donald Trump l'a vraiment compris. L'Amérique passe avant tout. Nous sommes là pour les Américains. Et ensuite, nous devrions diriger le monde. Cela ne veut pas dire que nous devons forcer tout le monde à adopter nos convictions. Cela ne veut pas dire que nous devons reconstruire des nations et nous lancer dans certaines des aventures militaires que nous avons eues par le passé. Mais nous devrions trouver des pays qui veulent partager le rêve américain.
qui voient le monde à peu près comme nous. Ensuite, nous pouvons réaliser de grandes choses. D'ailleurs, quand Donald Trump est allé en Arabie Saoudite il y a 6 mois et a prononcé ce discours incroyable, c'est ce qu'il a dit. C'est en grande partie ce qui a mené à l'accord Israël-Hamas, car d'autres pays du Moyen-Orient ont soudain pensé « l'Amérique est à nouveau forte ». Ils ne disent pas qu'ils vont nous bombarder, mais ils disent que si vous voulez partager notre succès économique, si vous voulez bénéficier de certaines protections que nous pouvons vous offrir militairement, technologiquement, etc., alors rejoignez-nous. Cessez de haïr les Juifs. Acceptez que ce petit pays restera. Faites-en votre deuil, comme certains pays avec les accords d'Abraham. Voyez ce que la paix apporte. Cela engendre des économies florissantes et tout le reste. Donc, il ne devrait pas y avoir de conflits à l'heure actuelle. Il peut y avoir des conflits idéologiques. D'accord? Je veux tel taux d'imposition. Toi, tu veux autre chose. Voilà ce que je veux pour un peu d'aide étrangère, ceci, cela. On peut faire un peu de ça, mais cette situation où nous sommes tous prêts à nous détruire les uns les autres est vraiment, vraiment mauvaise. Et encore une fois, j'espère vraiment que cette opportunité en ce moment, que Donald Trump a fait quelque chose de si bien, de si positif. J'espère que Tucker et les autres gars vont se dire « Ah, tu sais quoi? Donald Trump a rendu cela possible. Nous n'avons pas déclenché la Troisième Guerre mondiale avec l'Iran, contrairement à ce qu'affirmaient Alex Jones et Tucker. Tout a été résolu en 12 jours, l'Amérique n'ayant eu qu'à larguer 2 bombes. La plupart des syndicats terroristes ont été détruits, comme Hezbollah. Il y a une opportunité maintenant. Alors peut-être saisissons aussi l'occasion pour guérir une partie de la division à droite. Eh bien, puisque tu parles de la théorie du fer à cheval, parlons de New York. Comment quelqu'un comme Mamdani peut-il sérieusement être candidat à la mairie? Je veux dire, ce type est un islamiste dont les politiques économiques délirantes entraîneraient littéralement l'effondrement de la ville si elles étaient pleinement mises en œuvre. Il veut réduire le financement de la police, couper les fonds pour la lutte antiterroriste. Qu'est-ce qu'il faudra pour que les New-Yorkais se réveillent? Vous savez, écoutez, je suis né à Brooklyn. J'ai grandi à Long Island. J'ai passé la plupart de mes années formatrices à Manhattan. Mes grands-parents et arrière-grands-parents vivaient à Manhattan, donc j'y allais souvent enfant. Et je me souviens quand j'avais environ 11 ou 12 ans, quand Dinkins a pris le pouvoir, et il était socialiste-démocrate à l'époque. Et nous avons arrêté d'aller aussi souvent à New York parce que c'était violent et ce n'était pas sûr. Avant, on allait chez mes grands-parents, puis ils sont venus en banlieue. Ensuite, Giuliani a pris le pouvoir et a rétabli l'ordre. Et ensuite, ils ont eu une très bonne période avec lui et Bloomberg. Ils ont ensuite confié la ville à de Blasio, socialiste, et tout a dérapé. Ils l'ont ensuite confié à Eric Adams, qui se disait modéré mais était en fait socialiste, et cela a continué ainsi. Maintenant, ils ont un vrai socialiste, pas juste un socialiste avec un petit S, mais quelqu'un de vraiment affirmé. Peu importe si vous l'appelez socialiste ou communiste, ou même est-ce qu'il est en partie islamiste? Certainement. Écoutez, il faut rendre à César ce qui est à César. Ces gens ont pris le contrôle des institutions. Ils ont endoctriné les jeunes. Ils ont convaincu les gens que toutes les choses que nos ancêtres et nos aïeux ont fui, que ce soit d'Europe de l'Est, d'Amérique du Sud, d'Asie ou d'ailleurs, ils essaient maintenant de réintroduire toutes ces choses que nos ancêtres ont fui ici, sur les côtes de l'Amérique. C'est donc vraiment, vraiment triste. Je pense que la ville de New York va empirer très rapidement. Je pense qu'ils peuvent faire semblant pendant un certain temps. On peut gérer des épiceries publiques un temps et manipuler le budget. Et puis, les démocrates savent aussi comment activer ou désactiver la violence, vous savez, même ces manifestations. Donc, ils peuvent arrêter la violence pendant un certain temps et donner l'impression que tout est utopique. La question est de savoir si cela va s'étendre à toute l'entreprise ou au pays, car les gens penseront « Oh, ça fonctionne ». Donc, ça m'inquiète. Mais voilà où nous en sommes en Amérique. C'est une triste réalité de là où nous en sommes en 2025 qu'il y a de larges pans de la population qui pensent que le capitalisme est mauvais et que le communisme, le socialisme, c'est bien. Et ce sont eux qui vont en payer le prix. Ce sont les New-Yorkais qui vont en faire les frais. Et d'ailleurs, tous les New-Yorkais qui en ont les moyens, qui peuvent se le permettre, vont partir d'ici. Ils vont venir en Floride et la renforcer encore plus. Dernière question avant de vous laisser partir. Déné. Maintenant, comme vous le savez sûrement, les médias d'État qataris, Al Jazeera, ont joué un rôle terrible dans ce conflit que nous avons vu à Gaza. Je veux dire, vous êtes sur le terrain ici en Israël depuis le 7 octobre et vous avez vu ce qui se passe et comment Al Jazeera a vraiment massivement déformé la situation. Mais maintenant, nous commençons à voir des rapports. Certains rapports indiquant qu'Al Jazeera et le Qatar changent un peu de ton.
Je sais que de nombreux cadres réputés anti-Israël ont été licenciés. Selon vous, qu'est-ce qui explique cela? Et pensez-vous que nous verrons un changement majeur dans l'approche d'États comme la Turquie ou le Qatar envers Israël et envers l'Occident en général? Oui, il faut reconnaître Trump et Bibi. Mener cette frappe au Qatar n'a pas été facile pour eux. Même s'ils n'ont pas atteint autant de dirigeants du Hamas que prévu, ils ont averti le Qatar. Écoutez, les gars, on sait que vous avez ces dirigeants milliardaires ici. Et même si nous ne les avons pas eus, nous pouvons atteindre n'importe qui à tout moment. Et je pense que ça a glacé le sang de tout le Qatar. Vous savez, le Qatar, comme tout le monde l'appelle, c'est en quelque sorte une station-service glorifiée. Il y a peu de Qataris d'origine. La plupart de la main-d'œuvre est esclave là-bas. Ce pays très riche cache un côté vraiment sombre et il finance non seulement énormément le Hamas en particulier, mais il diffuse aussi via Al Jazeera une propagande folle à travers l'Occident. N'oublions pas d'ailleurs qu'Al Gore, l'ancien vice-président Al Gore, a vendu sa chaîne de télévision ratée, Current Television, à Al Jazeera pour 500 millions de dollars. Il a refusé de la vendre à Glenn Beck, qui souhaitait alors diffuser The Blaze à la télévision nationale. Il a refusé de la vendre à Glenn Beck pour des raisons politiques. Il a vendu sans souci à Al Jazeera, alors que le Qatar est le deuxième exportateur de pétrole. On pourrait croire qu'Al Gore s'y opposerait. Mais cela mis à part, je pense qu'ils ressentent la pression maintenant. Et je pense encore une fois que c'est simplement à quel point Trump est formidable. Il a essentiellement fait comprendre à ces gens que vous n'allez pas rayer Israël de la carte. Ça n'arrivera tout simplement pas, bande d'idiots. On est 2 ans après cette histoire. Ce qui s'est passé, les otages et la catastrophe qui a eu lieu il y a 2 ans auraient pu briser la moitié des pays du monde en deux. En réalité, Israël est aujourd'hui plus fort pour les raisons évoquées et ses ennemis bien plus faibles. Après 2 ans passés là-bas et vu l'état d'esprit, une nouvelle génération de dirigeants va émerger. Vous savez, Bibi ne sera pas aux commandes pour toujours. Je pense que l'avenir est très prometteur. Et je pense que le Qatar a probablement compris que jouer sur les 2 tableaux tout le temps, ça ne va plus marcher. Trump voit clair là-dedans. Donc je donne tout le crédit à Trump pour tout cela. Très bien. Eh bien, je tiens à vous remercier, Dave Rubin, de nous avoir rejoints aujourd'hui et d'avoir apporté un éclairage sur cette situation qui se déroule aux États-Unis ainsi qu'à travers le monde, ici au Moyen-Orient. L'année prochaine à Jérusalem. Eh bien, pour finir, nous avons nos histoires bonnes, mauvaises et laides de cette semaine. Notre bonne histoire de la semaine, c'est le prix Nobel de la paix. Non, pas pour le président Trump cette fois-ci, mais peut-être en 2026. Le prix Nobel de la paix 2025 a été attribué à Maria Corina Machado, dirigeante de l'opposition vénézuélienne ayant risqué sa vie face au régime brutal de Maduro. Aujourd'hui, elle a été emprisonnée, interdite d'exercer des fonctions publiques et même forcée de se cacher, où elle se trouve encore actuellement. Pourtant, elle lutte toujours pour la démocratie et la liberté dans un pays miné par la corruption et la pauvreté. Certaines personnes ont été déçues que le président Trump n'ait pas reçu ce prix pour l'accord sur les otages, mais je pense qu'il est important de noter que les nominations se sont terminées le 31 janvier, ce qui était en fait bien avant la mise en œuvre du cessez-le-feu et même avant la guerre Iran-Israël. Donc, il ne pouvait vraiment pas être éligible cette année pour cela, du moins pour ses réalisations. Quoi qu'il en soit, la victoire de Machado est une victoire pour tous ceux qui croient en la lutte pour mettre fin une bonne fois pour toutes au socialisme vénézuélien. En plus, elle est déjà prise pour cible par des trolls anti-Israël parce qu'elle est trop pro-Israël. Vous voyez, si elle dérange ces gens-là, je pense qu'elle fait vraiment quelque chose de bien. Notre mauvaise histoire de la semaine. Au Royaume-Uni, un médecin du National Health Service glorifie le terrorisme et nie les viols sur les réseaux sociaux au lieu de sauver des vies. La docteure Ramé Aladouane, c'est quelqu'un dont j'ai déjà parlé. C'est une médecin stagiaire palestinienne au Royaume-Uni. Elle a publié que le 7 octobre était le jour où Israël a été humilié et a justifié le massacre de civils israéliens par le Hamas. Elle a nié à plusieurs reprises que le Hamas ait violé des femmes et tué des enfants, qualifiant ces rapports de propagande. Et lorsqu'on l'a confrontée, elle a accusé la suprématie juive, tenant des propos dignes d'une nazie. Elle a continué ainsi pendant de nombreuses semaines, malgré les critiques persistantes concernant ses propos. Elle est ouvertement pro-terroriste, antisémite, et il est incroyable qu'elle soit encore autorisée à exercer la médecine au Royaume-Uni. Elle a déjà été renvoyée une fois devant un tribunal qui a conclu qu'il n'y avait aucun risque pour les patients. Ce sont littéralement leurs mots. Et elle a ensuite été autorisée à continuer de soigner des gens, ce que même la secrétaire à la santé du Royaume-Uni a condamné.
Elle a de nouveau été renvoyée devant le tribunal après la réapparition d'autres publications haineuses. Honnêtement, que cela fasse débat est insensé, car tout médecin qui célèbre le meurtre et le viol de civils est un danger public. Le National Health Service et le General Medical Council auraient dû lui retirer sa licence définitivement dès la première fois. Aucun patient, qu'il soit juif, israélien ou autre, ne devrait avoir à se demander si son médecin pense secrètement qu'il est sous-humain, comme Rahmi le fait si clairement. Un échec révoltant du système médical britannique. Et enfin, pour l'histoire la plus sordide de la semaine, cette semaine chez Piers Morgan, j'ai débattu avec Nasser Makni, le président du réseau australien de défense de la Palestine. Regardons cela. Avec tout le respect que je vous dois, pourquoi quelqu'un devrait-il condamner Israël pour sa réponse, étant donné que vous avez refusé de condamner ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre? J'ai condamné le meurtre de civils. Mais tu ne l'as pas fait, disant que c'était une résistance légitime. J'ai dit que j'ai condamné. Tu as commencé à tergiverser quand je t'ai confronté. Puis il le répète, pour moi c'est une résistance légitime. Résister à ses occupants est un droit reconnu par le droit international. Et tu cautionnes ce qui est... Un occupant? Avec tout le respect, avec tout le respect. Hind Rajab était-il un terroriste? 350. 355. Il y a une différence. La guerre qui est justifiée et les victimes civiles pendant la guerre et marcher. Dans la vie de quelqu'un, Maison pendant une fête juive, enlever et tuer des enfants. Il y a une Différence. Lors du débat, Nasser a aussi affirmé que le 7 octobre était un acte de résistance. Il a qualifié Khair Bibas, un bébé tué par le Hamas, d'occupant, et a aussi dit que les otages étaient des monnaies d'échange. Ses propres mots. Il a aussi rejeté l'accord de paix. C'est elle qui représente le mouvement Palestine libre en Australie. Un homme qui, soit dit en passant, a aussi un casier judiciaire pour enlèvement et violence, et c'est entièrement de sa faute. A été félicité par le chef du Hamas, Ismail Haniyeh. Ses propos répugnants ne sont pas des dérapages, mais des aveux. Il fait de la propagande en promouvant la terreur sous prétexte de droits de l'homme. Quand quelqu'un peut qualifier le massacre du Hamas de résistance à la télévision internationale et être encore considéré comme un défenseur légitime du mouvement, cela devrait vraiment vous dire tout ce que vous devez savoir sur le mouvement Free Palestine. Eh bien, c'est tout pour cette semaine dans Accès à la vérité. Je sais que nous avions beaucoup de sujets à aborder cette semaine, mais nous reviendrons bientôt avec plus d'interviews et plus d'histoires du Moyen-Orient. Je suis Émilie Schrader. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Émilie K. Schrader ou Émilie à Tel Aviv. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine dans Axe de la vérité sur JNS.